Bonjour à tous. Comme nous sommes un tout petit peu en retard, je vous propose que je débute déjà en vous souhaitant la bienvenue aux uns et aux autres, à la fois à nos intervenants, mais aussi aux jeunes et à leurs parents qui se connectent. Le temps que je fasse juste deux mots de présentation, vous pourrez, on aura le temps enfin certains auront le temps de finir de se connecter. Donc, bienvenue donc pour cette nouvelle session du Rancard 2024 qui va être dédié donc au métier de professeur de musique et de danse, à la fois à l'éducation nationale, comme vous allez pouvoir l'entendre, et dans l'enseignement artistique spécialisé, ce qui effectivement est un autre domaine d'activité des artistes. Je vous propose donc vous posiez vos questions par écrit par le fil QR. On fera deux grands temps de questions-réponses. On va enchaîner au départ les présentations des différents diplômes et des diplômes qui sont liés à la musique. Et ensuite, dans un deuxième temps, on fera les deux formations liées à la danse. Je vous propose que du coup, on démarre. Je vais passer la parole tout de suite à Yannick Lefort, qui va présenter les diplômes de l'enseignement artistique et le réseau des établissements de formation qui correspond à à ces formations. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yannick Lefort. Je dirige un établissement supérieur du ministère de la Culture qui a un nom improbable qui s'appelle CEFEDEM. Ça veut dire Centre de formation des enseignants danse et musique. Mais je suis aussi membre d'une association nationale qui regroupe tous les établissements d'enseignement supérieur dits du spectacle vivant, c'est-à-dire musique, danse, théâtre, cirque et marionnette. Et c'est le premier sujet de ma présentation. Alors, ce que je voulais vous dire, comme le temps est limité, c'est la première chose, c'est comment est structuré cet enseignement supérieur euh, dit culture, c'est-à-dire notamment soutenu par le ministère de la Culture, quelles sont les formations musique et danse, les diplômes préparés, l'articulation avec les formations d'interprètes et quelques mots sur les débouchés professionnels. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est une structuration complexe. Pourquoi? Parce que l'enseignement supérieur en France est structuré d'une manière simple, puisqu'il s'adosse au système qui s'appelle LMD. Qu'est-ce que ça veut dire le système LMD pour celles et ceux qui ne sont pas encore dans l'enseignement supérieur et qui ne connaissent pas? Ça veut dire que c'est un système fondé sur 3 ans d'études, ou bien 5 ans d'études, ou bien 8 ans d'études. Et ce système permet une comparabilité des cursus entre les différents pays européens et même, on pourrait dire, plus largement, puisque c'est un système très utilisé dans les universités anglo-saxonnes, américaines et bien ailleurs. L'avantage, c'est que lorsqu'on a fait des études ou une partie d'études dans un pays, on peut continuer dans un autre pays sans avoir à recommencer l'intégralité de son cursus. Alors ça, c'est le système général, c'est le LMD, licence, master, doctorat. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert, comme je vous l'ai dit, à comparer facilement un certain nombre de cursus. C'est la raison pour laquelle on peut regarder comment sont faites les maquettes pédagogiques. C'est un système simple, 3 ans, 5 ans, 8 ans. On valide non pas des notes, mais les notes permettent d'obtenir des crédits. C'est une sorte de monnaie d'échange des compétences au niveau du système de l'enseignement européen. Ça permet aussi d'obtenir un supplément au diplôme qui permet la comparabilité des cursus. Si par exemple vous avez fait des mathématiques fondamentales et que vous allez dans un cursus de praticien de la musique, on ne vous reconnaîtra évidemment pas d'antériorité dans l'enseignement supérieur. Si par contre vous avez des choses qui sont un peu voisines, on vous les reconnaîtra bien mieux. L'autre point important, c'est que ça facilite la mobilité des étudiants, c'est-à-dire ça encourage et ça facilite le fait que vous puissiez suivre des études dans un endroit donné et que vous puissiez les continuer ailleurs. Et puis, bien sûr, ça garantit un niveau à tous les diplômes.
Et tout ça, c'est rendu possible par un système assez nouveau dans l'enseignement supérieur qui s'appelle l'approche par compétences. Ça veut dire que ce qui mesure la qualité du diplôme, c'est pas seulement les cursus, mais c'est aussi ce qui est visé par le cursus. Alors là, vous avez une petite image simpliste, hein, où on voit un maçon qui est en train de construire, et vous voyez que son activité réelle, si on devait la décrire, on verrait qu'il mesure euh, l'horizontalité du mur, il est en train de manipuler une truelle, il s'est protégé, il a fait un mur plutôt droit, il le vérifie. Donc, il a une expertise, mais cette expertise, si on devait la décliner en plein de petites choses, ça ferait une liste. Et cette liste de choses, eh bien, on en fait ce qui s'appelle des référentiels de compétences, c'est-à-dire qu'est-ce que doit savoir faire un expert qui est en possession d'un diplôme, a fortiori un diplôme supérieur. Eh bien, tout ça, c'est la manière dont peut aujourd'hui fonctionner l'enseignement supérieur. Alors, bien sûr, en France, l'enseignement supérieur, c'est énormément de choses. Je vous ai montré là des parcours de médecine, ce qui s'appelle PACES à gauche, le système LMD dans la colonne qui suit, et tout un tas d'autres diplômes. C'est pour vous dire la variété de l'enseignement supérieur. Mais il y a un enseignement supérieur particulier qui nous concerne, qui s'appelle l'enseignement supérieur culture, c'est-à-dire celui qui est porté par le ministère de la Culture. Et celui-là, si vous suivez le lien qui est indiqué ici, il vous est présenté d'une manière assez panoramique. Qu'est-ce que l'enseignement supérieur culture? Eh bien, ma foi, c'est l'architecture et le paysage, c'est le patrimoine. Alors, dans l'architecture, on connaît tous les écoles d'architectes, hein, ça parle. Pour le patrimoine, on connaît l'école du Louvre, l'Institut national du patrimoine. Pour les arts plastiques, eh bien, c'est toutes les écoles supérieures d'art. Pour le spectacle vivant, c'est la musique, danse, théâtre, cirque, marionnette, la raison pour laquelle on est là. Et pour le cinéma audiovisuel, c'est la FEMIS, l'INASUP, c'est-à-dire des écoles très particulières, toujours là, sous tutelle du ministère de la Culture. Alors pourquoi vous présentez cela? C'est pour vous dire que sur les quelques 35 000 étudiants de l'enseignement supérieur du ministère de la Culture, vous voyez que dans le spectacle vivant, c'est-à-dire musique, danse, théâtre, cirque, marionnette, les plus grandes années, là les chiffres datent de 2019, 2018-2019, il y avait 3 700 étudiants. Grosso modo, c'est autour de 3 000. Donc vous voyez que par rapport aux 35 000 étudiants du ministère de la Culture, 3 000, c'est pas beaucoup. Et pour les établissements de l'enseignement supérieur culture, spectacle vivant, c'est-à-dire musique, danse, euh, eh bien, c'est entre 50 et 1 500 pour les plus importants étudiants dans les établissements. Donc, il y a même moins que 50, hein, puisqu'il y a des écoles de théâtre qui ne recrutent qu'une quinzaine d'étudiants tous les 2 ans, par exemple. Et pourquoi? Ben, tout simplement pour s'adapter aux débouchés professionnels et pour garantir une qualité de formation qui, vous le verrez, est très très grande. Dans l'enseignement supérieur du ministère de la Culture, on s'attache beaucoup au projet de l'étudiant, on s'attache beaucoup à la qualité de l'enseignement reçu et au suivi individualisé. Voilà pour le grand panorama. Pour la structuration générale, je vous ai mis là les 3 cycles d'études, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Donc licence, c'est ce qu'on appelle le premier cycle d'enseignement supérieur. Hein, l'enseignement supérieur, ça commence après le bac. Il n'y a pas d'enseignement inférieur, il y a un enseignement dit initial. Et donc, à partir de l'enseignement dit supérieur, au ministère de la Culture, vous avez un premier cycle avec un grand nombre de cursus possibles. Globalement, vous avez un cursus interprète qui s'appelle qui est sanctionné, pardonnez-moi, par un diplôme qui s'appelle Diplôme national supérieur professionnel, et puis un qualificatif de musicien, danseur, comédien, artiste de cirque. Ça, c'est le diplôme interprète ou de la discipline pure. Et puis, vous avez un diplôme d'enseignement de cette discipline. Donc, un diplôme d'enseignement de la pratique d'un art vivant. Et puis, en deuxième cycle, vous avez essentiellement un diplôme de master porté par les conservatoires supérieurs et puis un diplôme de master qui n'est pas dans la discipline, mais qui est dans l'enseignement de la discipline, exactement de la même façon. Et puis enfin, pour ceux qui et celles qui veulent aller plus loin, un doctorat. Alors, tous ces établissements, eh bien, vous en avez la cartographie sous les yeux. Vous voyez, ça regroupe à peu près, il s'en trouve dans à peu près toutes les grandes régions. Et à chaque fois, vous avez des établissements supérieurs qui conduisent
certains jusqu'en deuxième cycle d'enseignement supérieur, jusqu'au master, tous jusqu'au niveau licence, et puis certains jusqu'au doctorat, les conservatoires supérieurs de Paris et de Lyon, et d'autres par différentes conventions avec d'autres établissements. Alors, je ne vous les liste pas tous, ils seront dans la vidéo. Je les fais juste apparaître à l'écran pour que chacun ait les coordonnées en faisant pause lorsque vous revisiterez la vidéo. Mais vous voyez qu'il y en a une vingtaine et ils sont tous d'importance équivalente en termes de validité du diplôme, puisqu'ils sont tous accrédités par le ministère de la Culture, mais ils sont de taille relativement différente, ce qui prouve la variété et l'importance de conserver cette variété d'établissements et de projets. Alors, les formations à l'enseignement en musique et en danse, quels sont les diplômes préparés? Alors, les diplômes préparés, bien, il y en a grosso modo euh, trois. Il y en a, pardon, deux pour l'enseignement de la musique, de la danse, même du théâtre. Il y a ce qu'on appelle le diplôme d'état de professeur de musique et c'est un diplôme bac+3 et le certificat d'aptitude de professeur de musique, de danse, de théâtre, bien sûr, à chaque fois, il y a toutes les disciplines. Alors là, ce que je vous ai montré à l'écran, ça n'est pas pour apprendre par cœur pour demain, c'est simplement les strates que représentent tous les ministères. Donc, si vous prenez le tableau de haut en bas et de gauche à droite, vous voyez qu'il y a le ministère de l'Éducation nationale. Si vous prenez cette ligne, vous allez voir maternelle, primaire, collège, lycée, et puis une grande case bac, post-bac. Et puis après, tout au bout, il y a CAPES, agrégation pour celles et ceux qui restent dans le système de l'éducation nationale. Ensuite, vous avez la fonction publique territoriale qui relève du ministère de l'Intérieur et qui aussi rend possible la structuration des cursus dans les conservatoires, écoles de musique, danse, théâtre, avec en regard les cycles d'études dans l'enseignement initial. Et puis, si vous descendez encore, vous avez le ministère de la Culture. Et là, vous avez deux lignes en pointillé. Une formation disciplinaire, où vous avez les diplômes qui forment ou les interprètes qui forment dans la matière musique, dans la matière danse, dans la matière artiste de cirque, ou dans la matière chorégraphie, bref. Et puis, la ligne en dessous, vous avez la formation à l'enseignement ou à la direction. Et là, vous avez le diplôme d'État et le certificat d'aptitude. Le diplôme d'État, vous voyez, quand vous vous déplacez vers la droite, jusqu'à bac+3, et puis si vous vous déplacez encore, vous avez le certificat d'aptitude. Et ça existe aussi pour diriger des conservatoires. C'est porté uniquement par le Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris. Et puis vous avez un diplôme interministériel qui s'appelle le DUMI, sur lequel reviendra Maïté tout à l'heure. Alors il est mal positionné là, mais c'était pour dire que c'était un diplôme qui était bâti sur une logique interministérielle, donc ministère de la Culture et l'enseignement supérieur, il n'est pas très bien écrit, ça n'est qu'un schéma, mais c'est pour dire que cette variété existe à cet endroit-là. Alors, dans quelle discipline peut-on se présenter? Alors, pour ce qui concerne le diplôme d'interprète, eh bien, voilà ce qu'ils appellent disciplines au ministère de la Culture. Il y a une discipline instrumentiste ou bien chanteur, des disciplines chefs d'ensemble instrumentaux ou vocaux et des disciplines création musicale. Et ensuite, il existe des domaines qui sont musique classique à contemporaine, musique ancienne, musique traditionnelle, musique et jazz et musique improvisée, musiques actuelles, et puis des options. Et les options, c'est les instruments ou les airs culturels pour ce qui concerne la musique traditionnelle, et puis enfin la composition euh, pour les autres. Et puis pour le diplôme d'État, pour le certificat d'aptitude, c'est presque la même chose. Je me suis contenté du diplôme d'État. Vous avez là aussi toute une liste de disciplines. Ça veut dire que si vous avez fait vos études dans un conservatoire, une école de musique, de danse ou théâtre, pour ce qui concerne la musique, ça va être un grand panel de possibles. Pour la danse, c'est un petit peu plus réduit, mais mes collègues vous l'expliqueront tout à l'heure et vous diront pourquoi et comment les choses sont réglementées. Voilà les grands axes. Alors, il existe aussi des diplômes pour le DNSP danse, diplôme supérieur de danseur, d'artiste de cirque ou de comédien. Euh, voilà pour une présentation très, très générale, très rapide, et je crois presque dans
la limite de temps impartie. Je passe le micro. Merci Yannick. Et du coup, on va justement aller approfondir les diplômes de l'éducation nationale, enfin portés par l'éducation nationale, justement. Donc, je vais partager mon écran cette fois-ci. Voilà. Et vous le présentez. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, j'ai des coupures nombreuses. Oui, oui, on entend très Est-ce bien. que On entend très bien, on entend très bien. Très bien. Parfait. Donc, merci pour cette présentation, Yannick, parce que précisément, moi, je vais ouvrir une fenêtre particulière, celle du master MEF qui prépare au métier de professeur d'éducation musicale et chant choral au collège et au lycée. Alors, dans un premier temps, si on peut prendre la première diapositive, celle qui suit, je vais vous parler du métier assez rapidement, mais pour vous donner une représentation de qu'est-ce que c'est que enseigner la musique au collège ou au lycée. C'est d'abord une façon singulière de faire de la musique. Il faut bien comprendre que ce métier de professeur d'éducation musicale, il est inscrit dans la pratique de la musique, certes avec des élèves, mais la pratique est au cœur vraiment de cette pratique professionnelle. Alors, juste une petite chose, c'est un métier qui a beaucoup évolué depuis les années 2000 dans sa conception, hein, puisque la pratique, comme je vous le disais à l'instant, est au cœur des enseignements musicaux, mais aussi dans son organisation, parce qu'il y a des programmes qui accompagnent les enseignements et les enseignants, et des programmes qui sont ambitieux et très cohérents, vraiment bien faits. Et puis dans ces manières d'enseigner, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en compte le corps, les émotions, pour enseigner la musique, à la fois pour atteindre certains objectifs d'enseignement. On va prendre en compte la notion de collectif et aussi les pratiques sociales des élèves, c'est-à-dire leurs habitudes musicales. On tient compte quand on est un enseignant d'éducation musicale, des connaissances musicales des élèves, hein. Et à partir de ces connaissances, eh bien, on va les amener là où on veut les amener à écouter autre chose, chanter autre chose, etc. Donc, c'est une manière d'entrer dans le fait musical par la notion de parcours, hein, c'est-à-dire qu'on construit des pour, en prenant les élèves, les amener à un objectif musical qui fait partie des programmes, hein, et notamment par la pratique vocale et instrumentale et par la création. Ça, c'est très important. On va changer de diapositive. Je dis 2 mots sur la pratique instrumentale, experte ou amateur, des professeurs d'éducation musicale, dans la mesure où le métier n'exclut pas l'instrument. Au contraire, hein, si on a envie de travailler, de continuer à travailler son instrument, eh bien, c'est une très bonne solution que d'enseigner d'un côté en collège et de continuer son instrument de l'autre, parce qu'on a du temps quand même à y consacrer, hein. Et puis économiquement, eh bien, on peut assurer les cours, voire des stages d'instruments. Et surtout, on va pouvoir insérer la pratique de son propre instrument dans le cours, dans les cours que l'on dispense, hein. Donc, on accompagne les élèves avec son instrument si on le souhaite. Alors, bien sûr, piano, guitare, instrument polyphonique, c'est obligatoire pour accompagner les élèves. Mais si on est flûtiste, si on est violoncelliste, contrebassiste, eh bien, on va pouvoir par moment insérer, le plus souvent possible d'ailleurs, cet instrument. On va changer de diapo. Et j'en viens à l'idée selon laquelle l'invention et la création sont au cœur du métier. Parce que enseigner la musique en collège ou en lycée, c'est aussi faire des arrangements adaptés aux possibilités vocales des élèves ou instrumentales, imaginer et mettre en œuvre des projets interdisciplinaires, c'est-à-dire en lien avec d'autres disciplines, avec d'autres collègues, hein, s'immerger en quelque sorte dans la chose artistique
en mettant en lien plusieurs formes d'expression et quelquefois en partenariat avec des institutions extérieures de type opéra ou théâtre de la ville, etc. Alors bien sûr, on a des projets qui sont euh, pas spécifiquement ambitieux, mais qui visent toujours l'excellence artistique, même si c'est selon un régime de modestie, c'est-à-dire avec des objectifs qui sont quand même, qui doivent être atteignables avec des élèves de la classe d'âge qui est celle des collèges et des lycées. Alors j'en viens à la formation qui est dispensée notamment à Lyon. Hein. Après une licence de musicologie, il y a un master MEF qui signifie métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Hein. Le master MEF éducation musicale, un master qui est organisé en blocs de compétences. Alors tout à l'heure, Monsieur Lefort vous a parlé des compétences et voilà, donc vous allez bien comprendre là comment c'est organisé. Hein. Et ces blocs de compétences sont validés, mais de façon annuelle, c'est-à-dire au bout des 2 semestres de l'année de Master 1 et de l'année de Master 2, eh bien, on fait le point sur les notes obtenues sous forme de contrôle continu pour valider les blocs. Il y a 4 blocs, donc on va pouvoir changer de diapositive et ce sera ma la dernière diapositive. Donc, un premier bloc, vous voyez, qui nous met en lien avec la connaissance du milieu dans lequel vous allez enseigner, hein, c'est-à-dire le système éducatif. Et ça, ce bloc 1 est dispensé par l'INSPE, c'est-à-dire l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Et puis, vous avez un second bloc qui est vraiment le cœur de la formation et qui est au long de la licence. J'ai indiqué que c'était la consécration de la licence parce que précisément tous les savoirs acquis et les savoir-faire travaillés pendant la licence, eh bien, vont pouvoir là s'épanouir en quelque sorte. Hein. Donc là, vous avez le détail de ce bloc 2. Hein. Et puis un bloc 3 qui concerne plutôt les outils pour enseigner la musique. On enseigne la musique par la musique, bien sûr, ce qui nous met dans des compétences techniques telles que la maîtrise de la voix, la maîtrise de l'accompagnement, voilà, piano ou guitare, les gestes appliqués à la classe aussi, hein, et puis des situations d'enseignement qui sont analysées avec des enseignants, hein, c'est ce qu'on appelle la pratique accompagnée, hein, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce master, il a un pied dans l'université et un pied sur le terrain, et toute une partie, notamment ce bloc 3, toute une partie de la formation est assurée par des enseignants, enfin, ou en collaboration avec des enseignants, de pratique accompagnée ou en M2 de stages en responsabilité qui sont rémunérés. Et dans ces cas-là, le stage est dit contractuel. Hein, voilà. Et puis, le bloc 4, c'est un bloc qui concerne plutôt la prise de distance par rapport à tout ce qu'on apprend, hein, c'est-à-dire en termes d'analyse de pratique. Hein, on va regarder d'un peu plus loin ce l'on a fait en classe lors du stage pour l'analyser, et puis une pratique réflexive très importante qui est une initiation à la recherche aussi, dans le domaine de la musique et des arts, et dans le domaine aussi de la constitution d'un mémoire de recherche pour lequel un certain nombre de cours sont dispensés. Hein. Alors, je vais finir avec cette dernière diapositive pour parler des stages. Alors, c'est bien après la licence. En M1, on a des stages en binôme qui sont des stages d'observation, vous voyez, une fois par semaine, bon, ou des stages d'observation et de pratique accompagnée massés, c'est-à-dire une semaine en janvier, plus une semaine en avril. Hein. Et durant le M2, il y a 2 statuts possibles de stage,
ou bien les étudiants choisissent d'être contractuels, c'est-à-dire qu'ils vont enseigner dans des classes, dans un établissement scolaire qu'ils auront, qu'on leur aura proposé et qu'ils auront choisi en fonction d'un certain nombre de propositions. Hein, c'est pas l'étudiant qui cherche son stage. Un stage en responsabilité les lundis matins et les jeudis. Bon, c'est un peu du détail, mais c'est important de savoir que c'est que 3 demi-journées par semaine et puis des stages qui ne sont pas contractualisés, mais qui consistent à observer et prendre des classes chez un enseignant, prendre la classe de temps en temps en ayant préparé la séance avec le tuteur de terrain ou le tuteur universitaire. Voilà comment s'organise globalement la formation pour le MEF éducation musicale à Lyon. Voilà. Merci beaucoup et peut-être à bientôt. Merci Nathalie. Est-ce que j'ai une petite question quand même, peut-être que pour préciser, des masters MEF d'éducation musicale, il y en a à plusieurs endroits en France. Absolument. Il y en a donc à Lyon, il y en a à Paris, faudrait faire le point à Toulouse, à Bordeaux, voilà. En tout cas, il n'y en a pas à Saint-Étienne pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ni à Clermont-Ferrand. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est un master qui est quand même bien desservi dans les universités. Merci beaucoup. Et du coup, je vais Merci à passer vous. la parole à Maïté qui va compléter le tableau et vous parler de ce fameux diplôme à cheval entre l'éducation nationale et le ministère de la Culture et qui est quand même, qui est pas toujours très bien connu, mais qui est particulièrement intéressant. Il faudrait ouvrir le micro, Maïté. Voilà, excusez-moi. Alors, je vais mettre le diaporama. Je me suis rendu compte que j'avais perdu une feuille entre-temps, mais c'est pas grave, on fera avec. Donc, je m'appelle Maïté, donc et je suis co-responsable et coordinatrice des études et enseignante aussi au CFMI d'Aix-Université, d'Aix-Marseille Université. Je suis également coprésidente du Conseil national des CFMI. Mais par ailleurs, je suis pianiste, compositrice et docteur en musicologie. Et avant cela, je tiens à le dire parce que j'ai fait 20 ans de musicienne intervenante. Donc, je vais parler du métier en connaissance de cause. Voilà, donc je vais vous parler du métier de musicien intervenant. C'est un métier aux multiples facettes. Je vais donner quelques pistes sur les compétences qui lui sont attribuées, mais je ne vais pas trop m'attarder. Son cadre d'emploi. Vous parlez de la formation du DUMI, des centres de musiciens, de musiciens intervenants en France, quelques offres de formation, mais là très rapidement parce que vous pouvez trouver tout cela sur le site du Conseil national des CFMI. Et puis, un peu de la formation du CFMI d'Aix, si on a le temps, et je vous laisserai une cytographie. Donc, pour commencer sur le musicien intervenant, qui est un métier aux multiples facettes, il intervient avant tout, et c'est pour ça que les CFMI ont été créés au départ, dans les écoles primaires, c'est-à-dire maternelles et élémentaires, où il mène des séances d'éveil et de pratique musicale collective en coopération, toujours en coopération d'ailleurs avec le professeur des écoles. Le musicien intervenant n'intervient que sur projet et toujours en partenariat. Ce qui est une grande chance d'ailleurs parce qu'il n'est jamais seul. Et le partage des connaissances et des savoir-faire, c'est quelque chose qui comment dire, motive l'enseignement que le musicien intervenant mène. Il initie et met en œuvre des projets artistiques et pédagogiques en partenariat avec l'équipe enseignante, comme je vous le disais, dans le respect des programmes de l'éducation nationale, bien évidemment.
Il intervient aussi au conservatoire ou en école de musique associative. Et de plus en plus, on constate que c'est un, un métier qui est très recherché dans les conservatoires parce que ce sont des musiciens polyvalents, comme vous allez pouvoir le constater. Il assure là, dans les conservatoires, l'enseignement de l'éveil musical, mais il peut se voir confier d'autres enseignements en fonction de ses compétences personnelles, ses spécificités de musicien, son parcours de formation aussi. Donc, il va pouvoir mener peut-être des ateliers d'improvisation. Je vous suis des choses qui se font, des ateliers de musique actuelle, des chorales, des cours de formation musicale, mais souvent dans les premiers cycles. Et selon, bien sûr, les compétences du musicien intervenant, il accompagne les classes Chalm, il participe aussi au travail d'orchestre, des orchestres de l'école, en étroit partenariat avec les professeurs des conservatoires. Par la suite, il mène aussi des ateliers artistiques et des actions de médiation culturelle avec des structures culturelles et artistiques de type scène nationale ou régionale, festival, orchestre, réseaux culturels locaux, et aussi avec des structures socioculturelles, centres culturels, théâtre, musée, etc. Il intervient aussi au niveau des structures spécialisées d'un public spécifique et favorisant ainsi leur accès à la musique, notamment dans les crèches, dans les hôpitaux, dans les lieux d'accueil de personnes en situation de handicap, dans des maisons de retraite, dans des centres pénitentiaires également. Enfin, le musicien intervenant est quelqu'un qui a un enseignement, dans sa formation, un enseignement très généralisé et de la musique. Et il a aussi une force qui est de savoir mener des séances de pratiques collectives et de transmission aussi avec ce qui est de la transmission orale. Je continue. Donc, justement, je cite ici quelques exemples de ces compétences le musicien intervenant a un référentiel de compétences de métier qui en cite beaucoup d'autres. Mais bon, j'ai cité ceux qui me paraissent les plus marquants. Il est un musicien confirmé parce qu'il a une formation instrumentale et vocale et théorique. Il est ouvert à une pluralité de cultures et de styles musicaux. Il chante, dirige, improvise, compose et arrange. Il est familiarisé à la prise de son, traitement électroacoustique et à la MAO. Il est un pédagogue parce qu'il a une connaissance de l'enfant, de l'éveil musical et de la pédagogie de groupe. Il mène des activités collectives d'interprétation, d'écoute, d'invention et de création, se conjuguant pour assurer une éducation musicale de qualité et d'exigence. Il conçoit et réalise des supports pédagogiques également. Maïté, Il est un est-ce que, oui, attention, d'avance peut-être non, non, par c'est pas rapport ça, au... pas du tout. C'est que le diaporama, en fait, ne défile pas du tout. Ah, il ne défile pas. Non, Alors, je ne sais pas ce qu'il faut il faut faire. mettre en affichage où vous mettez lancer la présentation. Sinon. Alors, en affichage, vous dites. Vous mettez diaporama, vous cliquez sur Alors, diaporama diaporama. Et où est-ce que je le trouve en affichage? et vous mettez diaporama, c'est tout. Ça va se mettre démarrer à partir de cette diapo et vous ferez Ça marche, là? non, Ça bouge pas? non plus. Sinon, vous descendez. Hmm. Votre partage d'écran est en pause. Attendez. Ah, voilà. Je, je revois ça. Alors, nouveau partage d'écran. Et comment ne pas le mettre en pause? Euh, Vous ressortez, vous revenez. Enfin, vous ouais, je fermez pense. le partage d'écran et vous revenez dans le partage d'écran. Arrêtez le partage, voilà. Et vous le relancez. Moi, je relance le partage.
Alors, est-ce que je citais ici? Vous l'avez là? En tout cas, on n'a plus les mêmes diapos là déjà. Vous en avez une? C'est pas la même. En tout cas, voilà, c'est musicien, un métier aux multiples D'accord. Alors facettes. maintenant, il faut que je l'avance et voilà. C'est Ça a ça changé. bouge. Oui, oui. Donc, j'étais en train justement de vous citer donc différentes compétences. Et j'en étais donc il était un musicien confirmé, pédagogue et acteur du développement culturel local, car il connaît normalement les institutions avec lesquelles il travaille et sait concevoir et mener à bien un projet, l'élaborer, qui lui permet de mener des actions artistiques originales et variées, de construire des partenariats avec différents acteurs et structures du territoire. Il développe des projets musicaux avec les enfants des écoles, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en partenariat avec les équipes pédagogiques. Et ces projets peuvent toujours prendre une dimension de spectacle et mêler diverses formes d'expression artistique, cinéma, danse, littérature. Il conçoit et met en œuvre des actions de médiation artistique. C'est extrêmement varié. Alors, ce que je n'ai pas dit, parce que j'ai une diapositive qui a été enlevée. Je vais peut-être commencer tout de suite par ça avant de vous parler du cadre d'emploi. Le diplôme universitaire de musicien intervenant est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 6, ce qui équivaut à un bac plus 3, équivalent à une licence. Ce n'est pas une licence, mais c'est équivalent. Et il peut être obtenu, bien sûr, par la voie de la formation initiale, la voie de la formation continue, ou bien la voie de la VAE, validation des acquis. Alors, je vais parler de son cadre d'emploi avant de venir à sa formation. Il est embauché soit dans le secteur public, soit secteur privé. En secteur public, il est embauché comme… Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que le DUMI est à l'égal du DE au niveau de son statut, il a la possibilité d'être assistant. Ce que je cite ici est d'avoir un cadre d'emploi au niveau de les collectivités territoriales, d'assistant territorial, d'enseignement artistique. Il est, dans ces cas-là, agent de la fonction publique territoriale, embauché par les mairies, communautés des Kémines, via souvent les conservatoires. Il a un temps plein de 20 heures, mais peut négocier avec des temps de concertation parce que en général, le musicien intervenant mène des séances dans de nombreuses écoles avec de nombreux partenaires. Et comme vous l'avez vu précédemment, il travaille systématiquement par projet et en partenariat. Donc, il y a tout un temps d'élaboration des projets en cohérence avec les équipes enseignantes, avec les projets de l'école, donc c'est un temps qu'on peut négocier parce que quand on a 19 enseignants, eh ben, il vaut mieux avoir un peu de temps pour aller les rencontrer, surtout dans les temps de récréation, etc., des choses comme ça, puisque les professeurs des écoles, eux, n'ont pas ce temps-là. Et on peut aussi négocier des temps de concertation avec les différents partenaires. Voilà, la rémunération, il y a une grille salariale hein, des ATEA, en fait, assistants territoriaux d'enseignement artistique, et dont le salaire au premier échelon est de 1 850 euros brut environ. Dans le secteur privé, il peut travailler au niveau des associations d'entreprises privées et être aussi un travailleur indépendant. Il dépend de la convention collective et des salariés quand il est salarié du secteur associatif, il dépend de la convention collective nationale de l'animation et sur un statut, un grade de professeur en tout cas. Et lui, il a un temps plein de 24 heures, qui est un peu plus, mais il a d'autres avantages. Hein, les associations, ça dépend, mais bon, il a 24 heures hebdomadaires, qui est un peu plus que
pour les collectivités territoriales et son salaire est un peu moindre. La formation du DUMI. Alors, en fait, on peut, comme je vous disais tout à l'heure, on peut se former donc, dans des centres de formation de musiciens intervenants, dont les études sont sur 2 ans, qu'on peut étaler sur 3 ans. D'ailleurs, on favorise cet étalement parce que c'est très complet. Il y a 1500 heures, dont un quart des 1500 heures, enfin, il y a 500 heures qui sont, et même plus, destinées à des stages de pratique sur le terrain, et cela dès la première année. Donc, en fait, les formations, dans tous les CFMI, s'articulent entre des apports techniques, méthodologiques, didactiques et des mises en situation pratiques. En fait, le tronc commun de la formation de tous les CFMI repose sur 3 axes: consolider des pratiques musicales et du langage musical. On a des personnes qui viennent, dans le public qui vient au sein des CFMI et n'est pas forcé. Oui, voilà. Est-ce que j'en parle ça, excusez-moi, après, pour l'entrée au CFMI? Non, il m'a sauté la page, il me semblait bien, excusez-moi. Donc, il faut absolument que je vous en parle. Pour entrer au CFMI, il faut quand même avoir un bagage, un bon bagage d'instrumentiste ou vocaliste, hein, et, et à la fois, mais voilà, qui est équivalent à peu près à un niveau de cycle 3, fin de cycle 3 de conservatoire. Mais on a énormément de personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont, pour vous dire, des masters en vétu, mais voilà, parce que je peux, par exemple, dans notre, excusez-moi pour mon bégaiement, mais on a des gens, on a une greffière qui, cette année, qui s'est inscrite et qui a toutes ses études de greffière. Quelqu'un qui a travaillé en Sciences Po et qui était au Quai d'Orsay, d'autres qui a un master en éducation musicale, qui a eu un master d'éducation musicale, une capétienne. Donc, ce sont des gens qui viennent vraiment parce qu'ils veulent un métier, une formation professionnelle. Et c'est très étonnant parce que financièrement, c'est pas le même salaire que d'être professeur agrégé ou capétien, mais ils viennent parce qu'ils ont envie d'un métier qui leur permette c'est pas le conservatoire qui va permettre qu'ils puissent se former pour un DE. Ils n'ont pas un niveau assez conséquent pour pouvoir prétendre à un DE quelconque. Donc, c'est une bonne solution pour eux de tenter les tests d'entrée pour être musicien intervenant. Pour autant, on exige quand même qu'il y ait des tests d'entrée qui sont alors des tests d'admissibilité qui sont sur la technique, c'est-à-dire on en veut entendre jouer et chanter les candidats, mais aussi leur niveau de lecture, de lecture à vue, et puis de mémorisation, de mémorisation d'une mélodie, par exemple d'une chanson, d'une petite comptine. En très peu de temps, il faut mémoriser. Et puis, si la personne est admise, à ce moment-là, il y a une admission qui porte sur une analyse, mais un peu qui est très accompagnée, hein, une analyse de musique, d'œuvres musicales, un comparatif entre 2 œuvres, et puis une communication et la motivation. Voilà, je sais que c'est une chose qui est très demandée, donc je préférais passer du temps pour vous parler de ces thèses d'entrée. Voilà, donc je continue. Il y a 9 centres de formation de musiciens intervenants en France.
Vous les voyez là, vous les verrez, hein, de Aix, Lille, Lyon, Île-de-France. Le Grand Aix, malheureusement, est en train de fermer ses portes, donc on n'en aura peut-être plus que 8 pour l'instant. Alors, il y a des offres de formation différentes, quelque peu différentes dans les CFMI, et ça, je vous engage à aller, alors j'ai la cytographie en bas, dans le site du Conseil national des CFMI, qui met en avant comment ça s'appelle, ces formations qui peuvent être du MIDE, qui se font à certains endroits, un DUMI Master sur d'autres, des DU qui sont des formations courtes qui sont pas toutes diplômantes, mais qui ont un valeur, c'est un diplôme, qui ont un valeur de formation universitaire. Voilà, donc je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour parler de la formation du CFMI. Je pense qu'il va falloir aller un peu plus vite, oui. Voilà, donc en fait, je vais aller très vite hein, par rapport au CFMI d'Aix. Vous voyez, vous parliez de blocs de compétences. On est là-dessus depuis plusieurs années dans les CFMI, puisque il y a des modules, on va appeler ça des unités d'enseignement, qui portent sur des compétences spécifiques au métier, comme mener un projet centré sur les pratiques vocales, mener un projet sur l'interprétation, mener un projet centré sur la création, mener un projet sur l'apprentissage à l'orchestre, concevoir et mener des projets d'éducation musique artistique et culturelle. La première année, il y a des stages qui sont toujours, il y a toujours pour chacun des modules, je vais vous montrer ici le plan de formation, c'est pas très, très visible peut-être. Enfin, ce que vous pouvez voir, c'est que pour chacun des modules, il y a des enseignements qui portent sur, qui sont des stages pour nourrir les étudiants, aussi bien de direction, de jeux vocaux, enfin, énormément de stages pour que les étudiants puissent acquérir des outils qu'ils vont pouvoir réexploiter par la suite et didactiser notamment. Et puis, il y a des stages. Vous voyez, tout ce qui est en jaune, ce sont des stages qui sont dans chaque bloc de compétences et qui sont une mise en application en fait, une mise en application de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut expérimenter au sein du CFMI dans des cours de pratique et dans des cours aussi de réflexivité et d'apport pédagogique et didactique en lien très étroit avec les stages qu'ils vont mener. Chaque bloc, ce qui est alors à Aix, il y a un gros travail fait sur dans chaque bloc de faire en sorte que les enseignements soient pensés en complémentarité, en interdisciplinarité sur des projets plus ou moins à long terme, pour que les enseignements prennent du sens, qu'on n'est pas là pour qu'on ne fasse pas une accumulation d'enseignements, n'est-ce pas? Mais au contraire, qu'on puisse se servir des outils acquis dans chaque enseignement pour pouvoir les réexploiter dans un même projet et notamment au sein des classes. Après, une autre particularité au CFMI d'Aix, ce sont les actions de médiation. Il y a un gros travail fait depuis plusieurs années auprès des structures culturelles de la région, le Festival d'Aix-en-Provence, le GMEN, le groupe expérimental de musique de Marseille, le Cri du Port qui est sur le jazz, etc. etc. Et la région PACA est grande, donc il y a énormément de structures culturelles qui proposent aux étudiants de mener une action de sensibilisation auprès des enfants par rapport à un programme de diffusion. Et de fait, les structures culturelles, maintenant, dans la région, embauchent beaucoup de musiciens intervenants sur des actions plus ou moins courtes pour ces actions-là. Et ça, c'est vraiment très riche. On axe beaucoup sur le travail de créativité avec des projets où on propose aux étudiants de créer par eux-mêmes, d'inventer, et avant d'expérimenter par eux-mêmes les démarches créatives,
avant même de les proposer sur le terrain, de les didactiser, de les proposer, de mener des séances de créativité, on va dire, de création, d'invention, c'est le meilleur mot, dans les écoles. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, j'arrêterai jamais. Et donc, il y aura une petite cytographie avec tout ce que les documents qui ont été écrits pour mieux comprendre le métier de musicien intervenant. Et un livre qui est paru là, qui est paru cet été, juste à la fin de l'année, en 2023, qui s'appelle Jouer, vibrer, résonner, que je vous conseille parce que ce sont des musiciens intervenants qui parlent de leur travail, de leur projet. Alors, les projets ont été choisis pour qu'ils soient diversifiés, mais de fait, on en apprend beaucoup sur le métier, qui est un très, très beau métier, je vous l'assure. Voilà. Merci pour votre écoute. J'ai été Merci. longue, je sais. Oui, oui, mais c'est normal. Pas étonnant. C'est toujours ça dans le sud. Toujours plus long. Du coup, on va passer la parole à nouveau à Yannick et à sa collègue qui nous a rejoint pour Bonsoir. la formation ODE de professeur de musique. Alors, oui, je suis avec Marie Herbelin, qui est ma collègue au CFEDEM, qui coordonne les programmes musique. Et il faudrait, ça y est, je peux partager. Il fallait que j'attende, voilà, quelques mots que nous allons vous dire à deux voix. Alors, euh, donc je quitte ma casquette ANESCAS, enseignement supérieur, toute discipline, et je prends ma casquette de direction du CFLM de Normandie pour vous parler avec Marie du diplôme d'état de professeur de musique, et notamment celui que nous proposons au CFLM de Normandie, c'est-à-dire la formation que nous proposons. Peut-être un mot, Marie, sur le métier. Oui, bonsoir à tous. En effet, au CFEDEM, on prépare le diplôme d'État qui est un diplôme qui permet d'accéder au métier d'enseignant dans les conservatoires. Donc, en fait, on est des collègues des musiciens intervenants. Euh, on enseigne en fait dans les conservatoires sur un enseignement artistique spécialisé, soit en instruments, en chant, en formation musicale, en culture musicale, en écriture, enfin toutes ces disciplines qui existent au sein du conservatoire. C'est un métier qui est sur le même cadre d'emploi que les musiciens intervenants, puisque nous sommes aussi assistants territoriaux d'enseignement artistique, donc sur un cadre d'emploi à 20 heures de face-à-face pédagogique par semaine dans les conservatoires. Et, euh, et voilà, on va dévoiler la suite au fur et à mesure de notre présentation. Alors, sur l'établissement CFLM de Normandie en particulier, on a fait une grande roue là pour présenter. Nous avons deux cursus qui rencontrent des étudiants de manière régulière. Ça, c'est notre cœur de mission. Nous avons un cursus de formation vers le diplôme d'état de professeur de musique, mais nous avons aussi ouvert un master qui prépare à la direction d'établissements d'enseignement artistique. Donc, nous avons les deux pistes, c'est-à-dire enseigner dans les conservatoires et écoles de musique. Marie a parlé des conservatoires, mais c'est vrai qu'avec un diplôme d'état, on peut aussi enseigner dans des écoles de musique associatives ou d'autres statuts. Et puis, nous avons aussi un cursus pour diriger des établissements d'enseignement artistique. Il est accessible uniquement en formation continue pour des gens qui sont déjà en poste. Nous avons aussi toute une offre de formation pour la qualification des professeurs de danse dans la région. Nous avons une voie d'accès au diplôme d'état de professeur de musique par la VAE pour l'instant, mais les textes sont en train d'être révisés. Pour la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire des gens qui ont déjà un peu d'expérience professionnelle et qui veulent valider cette expérience plutôt que de suivre un cursus.
L'accompagnement en question, c'est être accompagné pour, hein, ça n'est pas de l'accompagnement pianistique. Et puis enfin, on a une offre de formation qualifiante pour les musiciens et les danseurs et les professionnels de l'enseignement artistique en général. Et on fait même des formations, ce qu'on appelle en intra, c'est-à-dire dans les conservatoires, dans les écoles de musique ou au sein même des équipes. Mais ça, c'est pour les missions générales de l'établissement en quelques mots. Alors, le contenu de la formation, il est, comme tous les diplômes d'enseignement supérieur, euh, organisé au départ d'un référentiel de compétences, c'est-à-dire la liste des choses que l'on doit savoir faire pour être expert dans le domaine. Vous vous souvenez de la petite image du maçon que j'avais fait, le maçon toujours au pied du mur. Et donc, notre cursus est structuré par ce référentiel de compétences qui décrit précisément ce que l'on doit être en capacité de maîtriser. Et donc, ce référentiel, il est décliné dans chacun des établissements supérieurs, et donc le nôtre, au travers de ces 4 unités d'enseignement. Marie, peut-être un Oui, mot? du coup, dans ces 4 unités d'enseignement, vous voyez, en fait, ce sont les 4 axes finalement de la formation au sein du CFEDEM. Je développe rapidement puisque ça permet d'avoir un aperçu des contenus en fait, de la formation et des modalités de la formation. Dans le premier, approche et pratique de l'enseignement, en fait, c'est là où notamment il y aura des stages qui seront effectués au sein des établissements d'enseignement artistique, donc conservatoires ou écoles de musique, pour pouvoir finalement rencontrer d'autres professionnels, se former à leur contact et puis pratiquer en fait avec les élèves. Culture et perfectionnement artistique, c'est vraiment tout ce qui concerne l'enseignement enfin, comment dire, le perfectionnement instrumental ou vocal, donc au travers notamment des projets artistiques, qui sont en fait des projets artistiques que les étudiants développent pendant leur scolarité au sein du CFEDEM pendant 2 ans ou 3 ans. Ça leur permet justement non seulement de se perfectionner dans leur champ finalement de compétences initiales, mais également d'aller finalement voir d'autres esthétiques, découvrir d'autres façons de jouer de la musique. Par exemple, un étudiant qui est flûtiste en flûte classique peut tout à fait décider de monter un projet en jazz. Et nous, en fait, on a un dispositif de formation qui leur permet finalement de prendre des heures de formation dans d'autres esthétiques, par exemple. Environnement institutionnel et culture professionnelle, c'est tout ce qui finalement va permettre de comprendre l'environnement des conservatoires. C'est aussi un lieu qui est structuré autour de la mise en place de projets, de travaux de groupe. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup dans la formation au sein du CFEDEM. Beaucoup de cours sont structurés ainsi par des travaux de groupe, par de la pédagogie de projet. Et enfin, recherche et innovation, c'est un axe fort de la formation puisque il y a notamment la production d'un mémoire en L3, en fait, à la fin de la formation, qui permet de mettre en regard des questionnements professionnels avec une initiation à la recherche. Donc ça, c'est vraiment un axe important de la formation au CFEDEM. C'est d'autant plus important que l'enseignement supérieur en général, toutes disciplines confondues, n'existe pas dans le système européen indépendamment de la question de la recherche, puisque tout le système de l'enseignement supérieur est prévu pour former des gens, mais les former au travers d'un rapport qu'ils ont à la recherche. Dans les universités françaises, les cursus, les carrières des enseignants sont définies par leur capacité à produire de la connaissance. Et c'est par la fréquentation, par le compagnonnage avec des chercheurs que peu à peu, on forme son esprit, on forme un esprit critique, on forme un esprit d'analyse, mais aussi on forme un esprit d'enquête pour appréhender un métier dans toute sa complexité. Donc la question de la recherche est un élément tout à fait déterminant dans l'enseignement supérieur. Mais la recherche, ça n'est pas la recherche, vous mettez une blouse blanche, vous vous habillez et vous regardez sur une paillasse de laboratoire ce qui se passe. La recherche, c'est bien une forme, une tournure d'esprit que l'on cherche à développer chez nos étudiants. Alors, peut-être qu'il est intéressant, mais je ne sais pas si ça va passer parce que nous ne l'avons pas testé tout à l'heure euh, avec le diaporama, mais je vais quand même essayer, ça vaut la peine.
c'est de vous montrer deux, trois exemples. Donc là, par exemple, on avait une violoniste classique qui s'est mise à faire des musiques traditionnelles. Voilà. Alors, ça, c'était un premier exemple. Je vais essayer d'en donner un deuxième. Alors, ce qui est formidable avec YouTube, c'est qu'on a absolument tout ce qu'on ne veut pas qui apparaît, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Puis alors là, je vais vous montrer un autre exemple qui peut-être vous intéressera. C'est quand on fait faire de la composition aux étudiants du CFEDEM. Et là, on leur a fait composer dans le style de Mozart, mais avec des procédures. Je sais pas si vous entendez, en fait, on n'entend pas très très On bien. n'entend pas? Mm. Bah, c'est pas grave. Ce que je vais faire, si vous n'entendez pas, c'est que je vais vous transférer les liens, et comme ça, vous pourrez les écouter Mm. plus au calme. Je pensais que ça s'entendait, donc ce n'est pas En très fait, grave. ça passe pas bien. Le premier, ça passait un tout petit peu, mais là, Eh ben, peut-être on peut mettre les liens désolé. dans le chat. Je vais mettre le lien dans le chat. Mm. Et donc, vous voyez que ces projets artistiques, après, il y a un pendant sur comment on fait aussi vivre au public, c'est-à-dire aux enseignés, hein, puisque FUSE, c'est le spectacle enseigné. Eh bien, comment on fait vivre aux enseignés euh, des projets artistiques d'une aussi grande qualité. Et ça, c'est tout le volet d'éducation artistique et culturelle que l'on développe aussi au travers de la formation. Alors là, il y a présenté quelques exemples de ce que ça peut donner avec les étudiants. Euh, mais pour rendre possible une formation artistique de haut niveau, nous avons bien sûr un grand nombre de partenaires. Alors peut-être quelques mots sur ces partenaires. Ça va Oui, Vas-y, je t'en prie, Marie. excuse-moi. Oui, rapidement, en fait, les partenaires sont vraiment de deux, on va dire, de sortes. Il y a des partenaires artistiques d'abord, des ensembles de la région, le Centre chorégraphique national de Caen, qui nous permettent de tisser des partenariats, notamment dans le cadre des projets artistiques qui sont menés par les étudiants. Et puis des partenariats institutionnels avec notamment les conservatoires du territoire, conservatoire de Rouen, conservatoire de Grand Couronne, de Caen, et l'université de Rouen, qui évidemment est un partenaire central, puisque comme Yannick le disait, on s'inscrit vraiment dans cette logique finalement de l'enseignement supérieur, de la recherche, et donc on a des liens très forts avec cette université par laquelle nous sommes aussi hébergés. Voilà, sur la suite, peut-être. Alors, sur la suite, c'était les projets, mais comme vous Projet. pouvez les écouter, je vous enverrai les liens. Peut-être juste encore quelques mots sur là où nous sommes situés. Donc, on est sur le campus de l'Université de Rouen, euh, dans la zone très, très accessible depuis la gare par les transports en commun. Il faut 10 minutes depuis la gare. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et la formation est organisée sur plusieurs sites. Il y a un site principal et puis des partenariats qui sont vraiment très, très proches. Je crois que le plus loin, il doit être à 1,5 km, 2 km. Alors peut-être qu'il y a une chose qui va intéresser aussi les potentiels candidats, c'est l'organisation temporelle de la formation. Donc pour des raisons qui ont trait aussi à des questions écologiques, puisque vous savez que dans le spectacle vivant, ce qui pollue le plus, c'est pas forcément les tournées internationales, mais c'est aussi tous les gens qui vont aller au concert. Eh bien, on s'est préoccupé de cette question-là pour voir comment on pouvait éviter des allers-retours incessants pour les étudiants et regrouper les cours de telle sorte qu'ils puissent continuer une activité professionnelle, développer des projets artistiques. Ce qui explique que nous avons organisé la formation sur 2 jours par semaine avec des stages et des regroupements, puisqu'il y a quand même à peu près 500 heures de cours par an, et des choses qui ont lieu sur site, et puis quelques cours à distance. Alors, pour les cours à distance, nous avons, mais je vois le temps qui passe, alors on ne va pas monopoliser trop longtemps, nous avons un système, un environnement numérique de travail, une architecture assez poussée qui rend possible d'avoir des cours en présence, à distance,
avec des contenus asynchrones, avec une plateforme pour déposer des vidéos, pour les analyser. Enfin, tout ça est assez fortement architecturé. Euh, c'est pour savoir qu'il y a non seulement des lieux physiques, mais aussi des lieux virtuels dont on a essayé de concevoir la robustesse et la praticité pour la formation. Alors, une chose qui va intéresser les potentiels candidates et candidats, c'est la procédure d'admission. Donc cette procédure, vous pourrez de toute façon, vous pouvez la retrouver sur le site internet du CFEDEM. En premier lieu, il y a une phase d'inscription. Ensuite, on vous demande, on vous envoie un sujet à travailler chez soi, en fait, un sujet qui porte, en fait, qui permet de réfléchir sur des enjeux de l'enseignement artistique. Et puis, vous nous le renvoyez avec des vidéos de votre pratique artistique qui permettront en fait voilà, d'évaluer la qualité de votre prestation artistique. Tout se fait à distance en fait, puisque ensuite, à l'issue de cette phase, il y aura des entretiens avec un jury qui sont organisés en visioconférence, au cours duquel on pourra évaluer la motivation des candidats, leur réflexivité sur l'écrit qu'ils ont rendu, sur leur parcours, et puis discuter aussi voilà, de leur parcours artistique. Et puis les résultats d'admission seront connus avant la mi-juillet. Donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site internet du CFEDEM. Donc ça, c'était simplement pour montrer l'ancrage du CFEDEM, notamment à l'international, avec la possibilité en fait de faire partie de programmes Erasmus, puisque nous sommes chartés Erasmus+, et on accueille aussi pas mal d'étudiants étrangers dans notre formation. Et puis, en dernier lieu, on voulait parler des débouchés finalement de cette formation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut devenir, à l'issue de l'obtention, enfin, avec l'obtention du diplôme d'État, on peut devenir enseignant dans une école de musique ou dans un conservatoire. Donc, dans vraiment plein de disciplines et d'options différentes. On peut aussi choisir de poursuivre ses études puisque nous avons un partenariat avec le master métier de la culture et master sciences de l'éducation à Rouen. Donc pour pouvoir finalement poursuivre et approfondir ses études dans ces champs-là, et ou alors poursuivre ses études et passer le certificat d'aptitude dans les CNSM. Et enfin, en fait, ça, c'est en parallèle un petit peu du travail, enfin, de l'insertion professionnelle en fait, dans les écoles de musique ou dans les conservatoires pour pouvoir passer les concours de la fonction publique territoriale. Donc, avec le diplôme d'État, vous pouvez accéder au concours externe de la fonction publique territoriale qui vous permet donc de devenir fonctionnaire territorial et d'avoir une insertion forte dans le métier en fait d'enseignant et d'assistant d'enseignement artistique. Eh bien voilà, nous sommes au terme de cette présentation que nous avons essayé de rendre la plus synthétique possible. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne directement sur la danse. C'est comme tout le monde prend beaucoup de temps. Je pense qu'on prendra toutes les questions à la fin. Donc, surtout, je passe la parole à, alors vous choisissez, Catherine ou Grégory, au choix. Catherine a dû ouvrir son micro. Si ça te va, Grégory. Alors, c'est parti. Je vais partager mon écran. Bonsoir à tous et toutes. Je suis Catherine Petitwood, directrice pédagogique et des études en danse à l'ESMD Hauts-de-France Lille. Alors, avant de présenter notre département danse, je tenais à rappeler un petit peu le cadre juridique de la formation au diplôme d'État de professeur de danse, puisque contrairement à la musique, nous sommes une profession réglementée depuis la loi de 1989. Et ce sont les danses classiques, jazz et contemporaines qui ne peuvent s'enseigner sans diplôme d'État. À la suite de cette loi,
a été créé l'examen d'aptitude technique, qui est le prérequis pour l'entrée en formation au diplôme d'État. Alors, cet examen d'aptitude technique peut se passer devant le jury, mais on peut obtenir aussi une équivalence à cette EAT en conservatoire à la fin des études de troisième cycle en obtenant un diplôme d'études chorégraphiques. Alors, on va voir si j'arrive à tourner. Mon ordinateur a un petit peu de mal, donc on va lui donner quelques minutes. Euh, voilà, désolée, je ne peux pas passer à la diapositive suivante parce que ça mouline. Ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre d'arrêter le partage et de recommencer. Voilà, allez, hop. On retente. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le PowerPoint? J'ai l'impression que vous voyez autre chose. Si, on voyait le PowerPoint, mais en Ah, version... En version, pas encore. Voilà, désolée pour cette petite. On s'était entraîné tout à l'heure et ça marchait bien, mais c'est les joies du direct. C'est le passage en diaporama qui bloque, c'est pas grave, je crois. Ouais, juste. Ah, voilà. Ça y C'est- est. Alors, hop. Ouais, ça bloque. C'est un tout petit peu tard. Alors, peut-être c'est Grégory qui va enchaîner et puis moi, j'essaye de régler tout ça, voir si je me déplace et que j'ai une meilleure connexion à un autre endroit. Est-ce qu'on peut faire comme ça, Grégory? Ça marche, oui, je vais prendre la suite. Donc, du coup, je Alors, me j'arrête présente. le partage, voilà. Vas-y, je te laisse départager et je vais partager le mien. Hop. Et donc, pareil, je vais vous proposer un PowerPoint. Donc, je m'appelle Grégory Beaumont, je suis responsable des études danse au pôle musique et danse de l'École supérieure d'art de Lorraine. Et donc, je veux revenir aussi un petit peu sur la réglementation, mais je vais passer très vite parce que le cadre juridique a bien été posé par Catherine. Donc, ça va me permettre de plus me centrer un petit peu sur qui nous sommes. Et d'ailleurs, là, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que c'est que cette École supérieure d'art de Lorraine. Donc, c'est ce qu'on appelle un établissement public de coopération culturelle. Alors, c'est un terme un peu technique pour dire que finalement, c'est un regroupement d'écoles. Ça, c'est intéressant parce que donc dans cette école qui est l'ESAL, qu'on appelle École supérieure d'art de Lorraine, on forme des plasticiens qui vont travailler sur la communication, sur la photo, sur construire des sculptures, sur voilà, donc vraiment des plasticiens. Ça, c'est le pôle art plastique d'Épinal et le pôle art plastique de Metz. Et nous sommes collés à cette école, donc le pôle musique et danse. Et pour le pôle musique et danse, nous, on forme ODE de professeurs de musique, ODE de professeurs de danse. Principalement à Metz pour la musique et Metz-Nancy pour la danse. Donc, nous avons des partenariats parce que Metz est une ville qui est patrimoine UNESCO pour la musique. Donc, il y a une forte identité musicale. Il y a plusieurs partenariats avec notamment la Cité musicale, donc où se produisent de grands orchestres et aussi de grands ballets. Nous avons des partenariats aussi avec le Centre Pompidou. Donc le Centre Pompidou, qui est un musée, nous permet aussi d'aller en relation avec les œuvres données, des chorégraphies, des concerts,
à l'intérieur des expositions. On se produit aussi avec un festival de musique baroque qui s'appelle Musical en Barrois. Donc, c'est des musiciens et des danseurs qui se produisent dans ce genre de festival. On a aussi des partenariats avec le CCN Ballet de Lorraine, où les étudiants peuvent aller prendre des cours. On est en train de mettre en place aussi un partenariat avec l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole, qui est un ballet plutôt classique, pour que nos étudiants aussi puissent prendre des cours avec eux. Et on a aussi un partenariat avec l'INSPE sur le côté plus pédagogique, pour savoir comment un professeur des écoles travaille sa pédagogie et le mettre en relation avec un professeur de danse ou de musique. Comme je vous disais, donc il y a deux professeurs de musique, je reviens pas dessus puisque de tout à l'heure, Yannick Lefort et Marie Herbelin, pardon, on en a bien parlé, mais juste pour vous dire que nous aussi, on a tous les instruments. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, on a l'accompagnement musique et danse. Donc, on forme des futurs musiciens accompagnateurs pour la danse, ce qui est plutôt très intéressant. Et donc, les ouvertures aux inscriptions sont en ce moment jusqu'au 25 mars pour le DE de musique. Mais je vais surtout parler de la danse. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Catherine, donc c'est une profession réglementée depuis 89, qui est organisée par le ministère de la Culture. Et peut-être la chose qu'elle n'avait pas dit, Catherine, c'est que pour valider son DE de professeur de danse, il faut avoir 4 unités d'enseignement, qui sont l'histoire de la danse, l'anatomie-physiologie, la formation musicale et la pédagogie. Chez nous, ça s'organise dans les... Bah oui, c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, mais Catherine l'a dit aussi, qu'il faut avoir plus de 18 ans pour pouvoir rentrer en formation, être détenteur, comme vous l'a dit tout à l'heure, de l'EAT et du DEC, et puis d'ouvrir un livret de formation auprès de la DRAC. Et donc, notre formation est dans les 3 options, parce qu'il y a 3 danses qui sont réglementées, 3 disciplines, qui sont la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz. Donc, on peut faire les 3 options à l'École supérieure d'art de Lorraine, au pôle musique et danse. Et donc, la première année va s'articuler plutôt autour des yeux qu'on appelle théoriques, qui sont la formation musicale, l'anatomie, physiologie et l'histoire de la danse. À côté, il y a des cours de sciences d'éducation, de travaux dirigés et des cours surtout de danse pour continuer sa pratique. Et il est possible aussi de prendre des cours dans les 2 conservatoires, du conservatoire de Metz et conservatoire du Grand Nancy, pour pouvoir continuer à avoir une pratique régulière. La deuxième année, donc, on va être plutôt travailler sur la pédagogie fondamentale dans sa discipline que vous avez choisie, danse classique, contemporaine ou jazz, mais aussi de la pédagogie spécifique à l'éveil d'initiation, donc pour des enfants qui ont moins de 8 ans. Et puis, on travaille sur de l'FCMD, analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, pour savoir comment s'organisent les muscles et quels muscles ou quelle posture est utilisée pour la danse. Il y a du tutorat aussi. Nos étudiants vont dans des conservatoires ou dans des écoles privées, dans des associations, pour enseigner sous le regard de leur tuteur. Ils travaillent sur des sciences de l'éducation, des travaux dirigés. Et là encore, ils ont la possibilité de prendre des cours au conservatoire de Metz ou de Nancy. Et donc, cette formation, elle est récente, elle est depuis 2016, et elle a été imaginée de façon plutôt modulaire, c'est-à-dire que pour les premières années, les cours sont le jeudi, le vendredi et les semaines de vacances scolaires, et pour les deuxièmes années, c'est uniquement pour l'instant le lundi et les vacances scolaires. Donc, ce qui fait que ça permet de pouvoir travailler à côté ou d'avoir une autre activité. Certains ont même d'autres formations à côté, sont à l'université ou font des formations à l'INSPE aussi. Et puis voilà, je vous ai mis aussi pourquoi choisir notre établissement, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer des plasticiens, des musiciens, donc c'est un établissement qui le permet. Et puis comme dans dans toutes les formations que vous avez vues aujourd'hui, je pense que je vais répéter, mais je pense que pour le CFEDEM de Normandie ou pour le SMD, je pense que c'est les mêmes choses, c'est des professeurs hautement qualifiés et puis des promotions qui sont suivies personnellement, enfin individuellement, on essaye en tout cas. Et donc, nos inscriptions pour les AL et pour ce DE de professeur de danse, elles sont du mardi 2 avril au lundi 3 juin. Et vous avez des réunions d'information qui seront en visio les jeudis 18 avril et 16 mai. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il suffit de téléphoner au pôle musique et danse. Vous avez sur notre site PMD ESAL toutes les informations pour cela. Et je peux terminer aussi par vous dire qu'il y a 2 statuts dans notre établissement. Il y a la formation initiale, qui est un statut d'étudiant, comme vous avez à l'université, comme vous avez... oui, à l'université, c'est ça. Et puis, vous pouvez aussi avoir un statut de formation continue, qui est la même formation, mais vous pouvez la faire payer, la faire budgéter par votre employeur, par exemple, pour ceux qui seraient déjà en activité. Mais je crois que c'est pas trop le cas déjà qui nous écoutent aujourd'hui.
Voilà, eh ben, je vais laisser la place à Catherine pour qu'elle puisse terminer aussi sur le SFD à Lille. Merci. Voilà. Alors, pour empêcher de mouliner, je vais simplement arrêter ma vidéo et faire le partage d'écran en croisant les doigts, en espérant que tout va bien. Voilà. Et hop. Donc, nous, on est une école supérieure de musique et danse qui vient de fêter ses 11 ans. Elle a un département musique qui propose différents diplômes, DNSPM et DE. Alors, peut-être la particularité, c'est que le DE, le diplôme d'état de professeur de musique, n'est pas ouvert ou accessible seul, mais par le biais de l'entrée au DNSPM. Et puis, diverses modalités de formation initiale et continue, avec aussi un double parcours possible entre le SMD et l'Université de Lille. Et pour toutes les informations côté musique, je vous renvoie bien sûr au site de l'ESMD. Pour ce qui est du département danse, nous avons une formation au diplôme d'état de professeur de danse en danse classique et en danse contemporaine. Et puis, nous portons aussi d'autres missions, puisque nous sommes un des 3 centres habilités par l'État à organiser l'examen d'aptitude technique, c'est-à-dire que nous ne proposons pas de formation à l'EAT, mais nous organisons toutes les épreuves. C'est la même chose, nous sommes un des 3 centres habilités par l'État à organiser la VAE de professeur de danse. Voilà, alors maintenant une présentation de notre formation au diplôme d'état de professeur de danse classique ou de professeur de danse contemporaine. Pour y avoir accès, il faut l'EAT dans la discipline choisie. Cette formation, elle se déploie sur 3 années universitaires et on tient à mettre en relation, bien entendu, toutes les compétences nécessaires à l'enseignement de la danse sans les dissocier de celles de l'interprète ou des modalités de création en danse. Alors, notre établissement s'est construit sur la base de nombreux partenariats et notamment la maquette des études a été créée en partenariat avec l'Université de Lille. Donc, ce double parcours est conçu pour valider au bout des 3 années de formation un diplôme d'état du ministère de la Culture et une licence du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, cette maquette commune permettra de valider en 2 ans la licence, puisque l'entrée à l'ESMD permet un accès direct en 2e année à l'Université de Lille. Et puis, nous avons une maquette commune qui permet de valider des blocs de compétences par le biais des cours de l'université et d'autres par le biais des cours à l'ESMD. Donc, après 2 années L2, L3 à l'université, donc en alternance, cours à l'université, cours à l'ESMD, et je vous donnerai un petit peu plus tard un petit peu l'organisation des études, vous obtenez une licence enseignement, licence art parcours enseignement de la danse, et elle permet l'obtention de 2 des 4 unités d'enseignement par validation des équivalences données par la licence. Donc, l'UE Anatomie Physiologie et l'UE d'Histoire de la danse sont obtenus par le biais de cette licence par équivalence et le SMD, elle, prépare à l'unité d'enseignement de formation musicale qui est la 3e unité d'enseignement théorique et bien entendu l'unité d'enseignement de pédagogie à la fin de la 3e année. Alors, il est possible d'accéder à la formation au diplôme d'état de l'ESMD sans faire ce double parcours. Néanmoins, il est important de préciser que comme nous ne préparons qu'à ces 2 unités d'enseignement
formation musicale et pédagogie, il sera nécessaire de passer les 2 autres en candidat libre si vous choisissez de ne pas être dans le double cursus. Alors, un autre partenariat fort de l'ESMD, c'est bien sûr l'École du Ballet du Nord. Donc, la grande majorité de nos cours se déroulent à Roubaix dans leurs locaux. Nous partageons les locaux en y étant la journée, matin et après-midi, et les élèves de l'École du Ballet du Nord arrivent en fin de journée. Donc, ça, c'est du côté du partenariat structurel. Et bien sûr, on a un partenariat pédagogique qui permet, avec la proximité de l'école, d'avoir bien entendu des classes d'application, des projets artistiques communs et un accès aux cours hebdomadaires de l'école. Nos autres partenaires sont multiples et nous permettent d'offrir un certain nombre d'interventions en direction de différents publics dans le cadre des festivals et des différentes propositions artistiques de nos partenaires. Et puis, chaque semaine, nous organisons avec le CCN de Roubaix et le CDCN, donc Centre de développement chorégraphique, le gymnase, et CCN, c'est Centre chorégraphique national de Roubaix, un ERD, donc l'entraînement régulier du danseur dans les 2 disciplines, 2 fois par semaine. Et ça permet à nos étudiants à la fois d'avoir un entraînement régulier et d'être en contact avec les professionnels de la région, ceux qui prennent les cours, danseurs ou enseignants, et puis ceux qui viennent intervenir, puisqu'ils sont souvent en lien avec la programmation de nos partenaires. Pour ce qui est de ce partenariat avec le Centre chorégraphique national de Roubaix, c'est aussi l'accès aux grands studios pour des restitutions et à la scène du Colisée, parfois pour d'autres. Alors, les études s'organisent sur des cours réguliers, en semaine type et en semaine intensive. Des semaines type, c'est des semaines pour les 2 premières années où on est en général 3 jours à l'ESMD et 2 jours à l'université. Et puis les semaines intensives sont des semaines intensives où on est totalement à l'ESMD ou totalement à l'université et on en a plusieurs chaque semestre. Les cours théoriques et pratiques sont bien sûr dans le cadre du référentiel et des programmes des différentes unités d'enseignement, de la même manière que Grégory, vous les avez déjà présentés. Et nous avons aussi des cours techniques et des ateliers réguliers dans le cadre des semaines type. Tout au long de la formation et de ces 3 années, d'autres partenariats permettent des mises en situation régulières, alors soit auprès de publics plutôt jeunes, éveil, initiation, ou des publics scolaires, donc on sera plutôt là dans l'éducation artistique et culturelle, et soit dans des mises en situation avec les élèves de l'école du Ballet du Nord ou des conservatoires de Lille et de Roubaix dans les cycles. On a des temps forts réguliers. Chaque semestre commence par une semaine intensive qui est menée par des artistes, des chorégraphes de France ou de l'étranger et qui viennent partager un répertoire spécifique, une écriture chorégraphique ou des modalités pédagogiques et créatives spécifiques. Nous avons aussi, et nous tenons tout au long de la formation, à engager les étudiants dans des
travaux collaboratifs et on a ça en commun avec l'université qui fonctionne de la même manière. C'est vraiment de la pédagogie de projet. Tout au long de ces 3 années de formation, il y aura différentes créations qui donneront lieu à des restitutions en studio ou des restitutions scéniques comme Écrire en chœur ou la résidence Beaulieu qui aura lieu au mois de mai et qui sera l'occasion et de travailler avec des artistes et de présenter un travail de carte blanche fait par les étudiants. Nous sommes très près de la Belgique et avons plein de liens à l'étranger régulièrement nous accueillons donc des artistes qui ont qui viennent notamment de la Belgique mais aussi de l'étranger. On a régulièrement les étudiants qui viennent d'autres universités et notamment un lien tout particulier avec les étudiants de Philadelphie qui passent par l'ESMD et permettent un temps d'échange et de pratique commune. Et puis, nous faisons partie du réseau Erasmus et avons actuellement plusieurs étudiants à la Folkwang comme à l'Académie nationale de Rome qui sont partis en mobilité. Et nous recevons aussi des artistes par ce biais-là qui viennent mener aussi une semaine intensive avec nous. Alors, à qui s'adresse cette formation? Donc, bien sûr, aux étudiants qui ont les prérequis, le AT ou le DEC. Et puis, comme on est sur une double formation, université ESMD, bien entendu, les étudiants qui s'épanouissent chez nous ont un bon sens de l'organisation et aiment bien collaborer et travailler avec les autres. On est sur des modalités de recherche, Yannick le mentionnait, et la recherche n'est pas seulement par le biais de l'université, qui donnera bien sûr des méthodologies de recherche particulières, mais elle se fait aussi au sein de l'ECMD par les différents projets qu'on a cités avant. On a des profils d'étudiants très variés et je pense que ça aussi, c'est la richesse d'une formation, puisqu'en formation, on reçoit tout autant des formateurs, de l'équipe permanente, des artistes de passage que des collègues avec qui on partage sa formation. Et on pense, en tout cas, j'en suis convaincue, que c'est aussi une richesse. L'insertion des étudiants est une question qui nous occupe et nous préoccupe, bien entendu. Et on se rend compte avec le recul de nos 11 années d'expérience que, bien entendu, nous avons aujourd'hui des diplômés qui enseignent dans le secteur privé comme dans le secteur public et qui sont en France métropolitaine, en Outre-mer et certains à l'international. Par le biais de tous nos partenaires et ce lien avec tous les services de médiation des différentes structures comme l'Opéra de Lille ou le Centre national de développement chorégraphique, le Gymnase, par exemple, il y a aussi beaucoup de diplômés qui ont intégré ces dispositifs en ayant mis un premier pied pendant la formation et ensuite en ayant développé leur activité dans ce biais-là. Et puis, certains poursuivront leurs études de multiples manières, en France ou à l'étranger. On a
un certain nombre de nos étudiants qui sont partis sur des parcours d'interprètes, alors par le biais d'Erasmus, dont je mentionnais 2 de nos étudiantes actuellement, ou bien par d'autres biais, notamment en intégrant directement des productions d'artistes. Et puis, on a plusieurs diplômés qui ont créé leur propre compagnie, dont certaines qui sont aujourd'hui subventionnés par la DRAC. Voilà. Alors, pour les modalités d'inscription et de scolarité, on a une ouverture des inscriptions qui se déroulera du 25 mars au 24 mai. Nous organisons des portes ouvertes pour venir partager un petit peu le quotidien des étudiants avec quelques propositions d'ateliers et bien entendu une visite de nos locaux pour mieux se situer puisque les studios de l'école du Ballet du Nord se trouvent a priori en transport en commun à une trentaine de minutes du centre de Lille. Voilà, et l'université de Lille, elle, est du côté de Lille. Et puis, je vous ai mis à titre indicatif les frais de scolarité et d'inscription. Alors, pour les modalités d'inscription, il n'y a pas besoin de faire une inscription si on veut faire le double parcours à l'université par le biais de Parcoursup, mais c'est bien par le biais de l'ESMD que vous pourrez avoir accès à ce double parcours et nous nous occuperons de vous inscrire ensuite au parcours universitaire quand vous aurez validé votre inscription à l'ESMD. Les modalités d'audition peut-être, c'est à l'USMD, c'est en distanciel. Donc, on vous demande de remplir un dossier d'inscription et de nous renvoyer, afin de faire connaissance un petit peu en amont, plusieurs vidéos de danse, d'enchaînement proposées par l'USMD et d'une variation libre pour mieux voir votre univers artistique. Et puis ensuite, un entretien personnel en vidéo vous permettra à vous de poser toutes vos questions et de mieux nous connaître et puis à nous de faire connaissance avec votre projet personnel. Comme tous les établissements, nous sommes une structure qui peut vraiment suivre les étudiants d'une manière personnalisée et on voit par l'insertion professionnelle que vous pourrez, dans le cadre de ces 3 ans, on l'espère, développer votre propre projet individuel. Voilà. Merci Catherine. Alors peut-être tout de suite une question pour Grégory et Catherine justement, parce qu'il y a eu plusieurs questions sur la question, sur l'évolution du DE de danse, qui effectivement est un sujet un petit peu d'actualité à voir. On ne sait pas encore où ça atterrira, mais je laisse soit Catherine, plutôt Catherine peut-être, Alors, ou Grégory, je ne sais pas. ben, Grégory complétera si j'ai omis quelque chose. En effet, à l'heure actuelle, il y a une proposition de loi qui a été déposée en avril 2023 et qui est à l'étude, qui sera à l'étude le 7 mars par l'Assemblée nationale. Elle propose un certain nombre de points comment je le dis, développerait la loi actuelle qui a maintenant 30 ans et qui, bien sûr, ne correspond peut-être plus à l'actualité de l'enseignement de la danse aujourd'hui. Et donc, elle est discutée sur des modalités d'ouverture à d'autres esthétiques que les 3 énoncées, donc danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans les conservatoires, on a les danseurs hip-hop ou les danses traditionnelles, on pense aux Outre-mer qui font partie
des propositions du service public, en tout cas. Et donc, ça permettrait une reconnaissance, bien sûr, de ces compétences professionnelles pour d'autres esthétiques. Et elle pose la question aussi d'un niveau 6. Actuellement, le diplôme d'État est à un niveau 5, donc considéré comme bac plus 2, et elle passerait à un niveau 6 comme les diplômes d'État de professeur de musique et de cirque. Donc voilà, plusieurs éléments à discuter dans cette proposition de loi. Et donc, avant qu'il y ait réforme, il faut attendre qu'elle passe. Donc voilà, je ne sais pas si Grégory il veut ajouter quelque chose sur ce point-là, mais on attend de voir comment elle est votée, puis après voir les réformes s'il y en a qui s'en suivent. Peut-être juste rappeler ce que c'est que le niveau 5 et le niveau 6. Donc, au début de cette présentation, Yannick Lefort vous a expliqué ce que c'était que des compétences à un référentiel métier. Et ben, c'est exactement là où ça se trouve. Donc, le niveau 5 et le niveau 6, c'est par rapport au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, chaque métier a une fiche métier avec certaines compétences pour avoir, qui sont liées à ce diplôme. Et donc, c'est ces compétences qui devraient évoluer pour arriver au niveau 6 et donc à ce qu'on appelle bac plus 3. Voilà, et peut-être dans cette loi, il y a des modalités aussi qui ouvriraient la formation à d'autres modes que la formation continue ou la formation initiale, c'est-à-dire l'apprentissage et l'alternance. Donc voilà. Merci. Yannick a répondu un petit peu aussi sur le DE de musique, mais qui n'est pas intégré dans cette proposition de loi, qui s'adresse uniquement à la question de la danse, hein. Puisque c'est une profession réglementée, on le rappelle. Et effectivement, parce qu'il y a des questions sur quel est le débat. Le débat, c'est aussi est-ce qu'on veut réglementer l'ensemble des professions, l'ensemble des enseignements des danses, quel que soit le type de danse. Voilà, c'est aussi ça qui est en débat et en questionnement. Est-ce il est Et peut-être utile de tout juste réglementer? Voilà. Oui, et peut-être juste pour replacer dans le contexte, cette proposition de loi en amont a eu une mission flash de ces deux députés, et c'était à l'initiative d'un certain nombre de hip-hoppers qui sont sur cette question depuis de nombreuses années et qui demandaient à avoir une reconnaissance par le ministère de la Culture de ces compétences-là, que cette proposition de loi a été faite. Voilà. C'est ça. Euh, on a aussi eu une question à laquelle Yannick a répondu en même temps par écrit, mais pour rappeler effectivement, je pense que la question était peut-être plus sur le diplôme enfin le DE de musique. Est-ce qu'il y a, puisque en danse, on a compris qu'il fallait avoir un DEC ou un EAT, donc ça, c'était assez clair. Mais du coup, quel est le diplôme? Est-ce qu'il faut encore, puisqu'en fait, c'est plutôt cette question-là, un DEM pour entrer au CFEDEM ou pas? Ou un DNOP qui n'existe plus? Alors, l'arrêté qui s'applique encore aujourd'hui est l'arrêté dit du 5 mai 2011, dont j'ai mis les références dans le chat public, stipule, donc dans son article 2, que l'accès à la formation initiale est subordonné à la réussite à un concours d'entrée ouvert aux candidats justifiant des deux conditions suivantes, le baccalauréat et un DEM ou un DNOP. Or, récemment, s'est mis en place un diplôme national, il y a beaucoup de réformes. D'autre part, on sait très bien que le diplôme d'études musicales, le DEM, est un diplôme d'établissement, non pas un diplôme national, ce qui a pour conséquence que les niveaux d'expertise des candidats sont parfois hétérogènes entre les provenances d'un DEM, d'un établissement ou d'un autre, et même en fonction des disciplines, ça n'est pas les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle le principe même de l'accès à l'enseignement supérieur culture, c'est le concours. Donc, si vous n'avez pas de DEM, mais que vous avez un niveau équivalent,
eh bien, on vous recommande de vous présenter parce qu'il y a des systèmes de reconnaissance et les directions d'établissement peuvent, en tout cas, c'est le cas en Normandie, mais c'est le cas chez mes collègues et je ne préjuge pas de la manière dont ils fonctionnent, mais tout le monde essaye de reconnaître le talent et la compétence, le potentiel à évoluer dans un cursus. Donc, si vous pensez que vous avez un niveau de DEM et que vous n'avez pas pu le passer, il faut quand même vous présenter. Simplement, il faut étayer son dossier, le rendre plus robuste, le documenter. Et en tout état de cause, vous aurez des épreuves artistiques qui vous permettront de montrer ce que vous savez faire. Merci. Alors, on avait eu une petite question, mais qui était très spécifique, effectivement, à la question d'hébergement à Metz, qui était effectivement, puisqu'on n'est en cours que 2 jours par semaine à Metz, est-ce qu'il y a un hébergement qui permet, en fait, Alors, nous, on n'a pas ça? d'hébergement spécifique. Par contre, on a une alumni, une association étudiante qui s'occupe de mettre en relation les étudiants qui sont déjà en formation et ceux qui arrivent pour éventuellement trouver des solutions d'hébergement pendant ces 2 journées pour ceux qui habitent sur Metz ou ceux qui habitent très loin. Et puis, peut-être que le coût du logement n'est pas tout à fait le même, j'allais dire, quand même, à Metz. Et il y a peut-être possibilité, c'est une ville étudiante, où il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs d'ailleurs, et il y a aussi donc de quoi parfois trouver des solutions sur les Not- différents campus. C'est une très jolie ville, un très joli cœur de ville, mais il y a aussi beaucoup autour de bâtiments qui sont moins beaux d'ailleurs, mais qui sont avec des logements. Enfin, donc c'est peut-être pas très compliqué de trouver un logement en Lorraine. Bien sûr que non. Il me reste à vous remercier tous euh, pour, euh, pour vos présentations. Euh, je pense qu'on a eu un panorama très large des différentes formations menant à des activités de pédagogues, d'artistes pédagogues. Et on a bien compris que même à l'éducation nationale, contrairement aux idées reçues, on était Oui. artistes et pédagogues. Et peut-être parce que c'est une boutade, mais pas tout à fait. Je recommande actuellement d'ailleurs beaucoup à des jeunes d'envisager le CAPES de musique, parce que vu le nombre de candidats par rapport au nombre de places, il y a quand même la possibilité de trouver des emplois, qu'il y a aussi, et que ce travail-là est tout à fait compatible avec une activité d'artiste. Donc, de même que d'être, et à d'autres horaires, je dirais, à bien étudier, parce que un professeur de collège, il est a priori, en général, en train d'enseigner pendant la journée, ce qui lui laisse ses soirées pour faire l'artiste, en fait. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, quand même aussi. Et pareil, je dirais la même chose pour du mythe. Ce sont des activités que l'on doit penser l'enseignement en même temps qu'une activité d'artiste à côté qui nourrit l'activité de pédagogue, que ce soit en tant que danseur, en tant que musicien, ou etc. Donc surtout bien penser de façon globale vos, euh, vos activités professionnelles. Merci à tous, bonne soirée, et voilà, donc il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à vous inscrire, à aller faire un tour aussi, puisque c'est maintenant.